Fallait vraiment passer le long de la falaise, et si on se loupait, il y avait 400 mètres dessous. Un motard, il a jamais d'argent sauf pour s'acheter une moto. Normalement, on fait pas demi-tour, c'est péché. Hein. 5 mecs qui avaient vraiment comme but d'aller boire une bière en Croatie. En fait, une carte bancaire sur pied, globalement, en Cap Nord. Donc... Mon femme gueule un peu parce que j'ai plus de photos de Zap que de ma femme. Une fois, on a fait le Parpaillon, départ de Lyon, aller-retour sur la journée. C'est du faute de voyage, comme J'ai fait les traces, j'assume. On a fini la soirée avec l'hôtelier à boire des bières. Ils nous avaient complètement oubliés dans notre réservation. Quoi. Le prochain village est à 177 km. Un problème n'en est pas, il y aura toujours un moment ou un autre une solution. Le but du jeu, c'est pas de se faire mal, une fois que tu t'es pas fait mal, le reste. En fait, il y avait un nid de poule de la taille de l'autoroute. Quand je freinais de l'avant, j'avais l'arrière qui touchait plus. Pour te dire comme ça penchait. Et ben voilà. Action. T'as pas de clap et tout. Et action. Salut, c'est Greg, bienvenue dans ce nouvel épisode d'interview autour du tonneau. Aujourd'hui, je reçois Xavier et Jonathan. Tu sais comme je fais bien le croisé. On va évidemment parler de road trip. On a un concept assez dingue chez eux. Ils se sont réveillés un matin, ils se sont dit tiens, on va boire une bière à Dubrovnik. Donc on va en parler et on va échanger autour de la bécane. C'est parti. Je vais commencer direct par voilà, comment vous êtes tombé dans la bécane. C'est mon plus vieux souvenir en fait. Pour faire simple, j'avais 3 ans et demi. Mon père était fan de moto et il m'a offert ma première moto, un 50 QR. J'ai poncé. Je vois pas à quoi ça ressemble par rapport au Piwi, c'est quoi? C'est exactement la même chose sauf c'est une Honda. Ah ok, d'accord, ça marche. Et du coup, j'ai commencé comme ça et je fais de la moto depuis cet âge-là en fait. Ah oui. J'ai jamais arrêté. Ok, donc après t'es monté en grade, enduro ou cross ou de plus en plus gros ou... Ouais, j'ai fait pas mal d'enduro. Et après, avec les études, j'étais obligé d'arrêter et tout. Et puis ouais, du coup, je me suis forgé un peu autour de ça. Moi, je viens du Cantal, donc tu sais, assez rural et tout. Donc, et voilà, un père passionné, une mère aussi passionnée que j'ai amené à la moto sur le tard. Ah énorme, elle avait pas son permis à la base. Yes. Ok. Et du coup, voilà, j'essaye un peu de diluer un peu autour de ça. La moto et je suis un hyper passionné. Ça veut dire qu'aujourd'hui tu as la possibilité de partir avec tes 2 parents à 3 bécanes quoi. Yep. Ça c'est bien ça. Avec mon frère aussi. Ah ouais, donc à 4. Ouais. Excellent. Et du coup, on a fait, depuis tout petit, en fait, on fait de la moto. Ok, donc ouais, c'est continuité depuis le plus jeune âge. Ouais. Alors moi, la moto, ça arrivait plutôt sur le tard. Du coup, moi, à la base, je suis fan de, on va dire, sport mécanique au sens large, moto, voiture. J'ai fait toutes mes études, je travaille dans le transport aujourd'hui. Et je suis venu à la moto. En fait, mon frère aîné était le premier à avoir passé le permis. Mon petit frère, après, a passé le permis. Puis on vivait ensemble avec mon petit frère. Du coup, j'ai pas mal poncé de route aussi en passager sur un CB500. Et à un moment, je me suis dit, il faut passer devant, quoi, parce que là, il faut pas déconner. Donc à 30 ans, je me suis lancé, j'ai passé mon permis. Et puis depuis, crescendo, quoi. Ah ouais, donc ça, tu t'es fait mordre par le virus. Ouais, j'ai pris le guidon, j'ai fait mes armes, comme tout le monde, pendant 1 an ou 2, à faire des conneries, à faire des petits... Puis après, premier road trip 2 ans après, et depuis, j'ai jamais arrêté. Et vous êtes connus comment, tous les deux? En fait, c'est marrant parce que c'est par le boulot. J'ai bossé chez eux. Et donc, on a permis à Max, qui est parti avec nous à Dubrovnik, d'accéder à la moto. Et on faisait un peu, tu vois, pour préparer le timing. Et je dis, en fait, Max, il a fait sa première vraie sortie de moto avec moi en 2018. Et j'ai dit, après, on a fait notre premier road trip tous ensemble au mois de mai 2018. Ouais. Juste avant de partir, on avait fait un petit road trip avant de partir en Croatie pour se roder, quoi. Ouais. On n'avait jamais fait aussi long, quoi. Et Max venait juste d'avoir son permis. Max est parti en Croatie 7 jours. Road trip. 7 jours de road trip, il avait le permis depuis à peu près 2000 km. Ah oui, d'accord. Donc il a eu le temps de se chauffer un peu. Voilà. On part en road trip. Quoi. Donc voilà. Et après, depuis, ça roule. Depuis, on roule, ouais. On roule toujours tous les 3, du coup ou... Souvent tous les 2. Parce qu'on est... En fait, on aime bien les grandes distances. On fait ça aussi, tu vois, un peu pour le sport. Donc, on part des fois sur des grandes distances. Tu peux pas emmener n'importe qui, quoi. Genre, tu roules 500 bornes par jour ou... On a fait des journées à 1000. Ah ouais, voilà. Mais des journées genre volontaires ou... Ouais, volontaires. Même, on se tape des délires. Des fois, on s'appelle... Tu fais quoi ce week-end? Bon, viens, on va dans le sud et puis on descend Marseille, la côte, Cassis, on remonte. Les 2 dernières qu'on a fait étaient pas mal. Une fois, on a fait le Parpaillon, départ de Lyon, aller-retour sur la journée. Et on a fait aussi le col du Sommelier, comme ça, donc tu tapes des journées à 800 bornes. Parce que moi, je suis. Mon père est originaire de la montagne, moi aussi. Et du coup, je sais pas passer par une route droite. Alors, je prends tous les cols possibles et imaginables. C'est vite plus long. Ouais, ça. Plus long et plus long dans les deux sens. Donc, on arrive à se faire des 12, 13, 14 heures de moto dans la journée, quoi. Donc, en première moto, toi, c'était la petite, on va dire. Ouais, j'ai fait pas mal de... Après, j'ai fait toute la gamme, 65, 85. Et au gros cube, enfin, ou au 34 chevaux, ça a été quoi? J'avais un LZ6
Ok. Au début, j'avais un FZ6. C'est une bonne moto. Après, c'était petit pour moi. Ah oui. C'était un peu petit. T'étais déjà grand. J'étais déjà grand, ouais. C'est pas aujourd'hui. Il n'a pas grandi sur la route. Et puis après, pour voyager, c'était galère un peu quand même, le phaser. C'était les cavalières bizarres, là, les trucs qui scratchaient sous la selle ou quoi. Ou... Puis tu sais ce que tu fais toujours, tu prends les sacoches de réservoir, là, tu sais, tu les empiles dessus, là. Du coup, t'es comme ça pour regarder le compteur. Ah ouais, non. C'est pas terrible. Et après, j'ai eu un Tiger 1050, hyper bien. Ah oui. Ah ouais, c'est vraiment, j'ai adoré cette moto. Pour tailler la route, c'est bon ça. Ah ouais, j'ai mis 60 000 km en 2 ans et demi. Ça va. Ouais. Ça va. Ça une va. belle moyenne de 30 000 par an, quoi. C'est pas roule. mal. Ouais, ça roule un peu, ouais. Et puis après, j'ai eu une petite phase chez BMW, mais ça, j'ai arrêté. On allait en Croatie avec, d'ailleurs. J'avais une S1000 XR. Et puis après, je me suis rendu compte que j'avais vraiment pas de mental, en fait. C'était pas fait pour moi. Je voulais pousser au crime. Voilà, c'était trop, beaucoup trop. Et du coup, là, j'ai une Africa Twin. Ok. Du coup, voilà, le moteur est plus soft. La 1000 ou la 1100 La 1000. La 1000, ok. Ouais, j'ai une 2019. Et toi, du coup, alors, la première décane CB500. Ah, les et tu l'as vieux. piqué à ton pote, du coup Non, CB500, c'est un CB500 de famille. Il a fait tous les motards de la famille. Mon frère aîné, mon petit frère. Donc du coup, j'ai commencé à poncer avec ça. Et alors, c'était mieux finalement la selle à l'arrière ou à l'avant sur le CB500 Je pourrais pas choisir, je pense. Alors, c'est un peu comme le Ténéré, des fois on est bien à l'arrière aussi. Ouais, on cherche des endroits. Ouais, non, des bouts de cuisse. non, mais bien, c'était une super moto pour apprendre. Ouais. Une fiabilité, on va pas revenir dessus. Et super moto pour apprendre, elle m'a pardonné un nombre de bêtises inconsidérable. Et après, fan de mécanique italienne, j'ai craqué. Ah. J'avais filé le Firus à mon petit frère juste avant qui avait acheté une Ducat, du coup j'ai fait pareil. Un 1000 S2R, que j'ai toujours. Okay. Et que je pense que je pourrais jamais me séparer. Donc c'est le 2 soupapes par cylindre pour les connaisseurs, le vrai twin de Ducati, le refroidissement par air. 2 cylindres pour le jeu aux soupapes. Voilà. Et les courroies. Mais bon, donc moto, c'est très particulier, il faut aimer. Je peux comprendre que des gens n'aiment pas. Par contre, quand tu aimes et que tu sais t'en servir, c'est un sacré outil. Et en fait, j'ai abandonné le S2R après notre road trip en Croatie parce que c'est une super moto, mais c'est pas fait pour faire 10 000 bornes dans une semaine, quoi, clairement. Non, c'est super, mais pour les longs voyages, c'est pas fait pour, quoi. Le bagagerie, c'est compliqué, le confort, on parle pas. Donc du coup, en rentrant de ce road trip, je cherchais à droite, à gauche, puis fan de Ducati, j'ai regardé Multistrada et tout, j'ai fait non, faut pas que j'aille là-dedans. Donc Joe me dit, mais moi j'arrête les grosses motos parce que c'est des pouces au crime. Je me dis, mais je vais avoir le même mental de chips, donc du coup non, et puis on s'entraîne et Yamaha venait de sortir le Ténéré, et puis mis bout à bout, je fais c'est pas si mal que ça. J'ai été essayé, et puis je suis parti avec, quoi. Je l'ai reçu la veille du confinement du Covid. C'est vrai. Je l'ai rodé le week-end avant le confinement, je me rappelle. Un autre truc, on devait aller à Prague. À Prague, arrêter Covid et tout, on va pas se casser la tête. On prend une petite Airbnb, on loue un gîte à Cassis. Viens, on va faire le rodage de la Ténéré. Donc du coup, Ténéré rodé dans le week-end avant le Covid, et puis sorti de toute cette petite blague, et après, pas arrêté. Okay. J'ai fait route des Grandes Alpes enchaînée avec la Transpyrénéenne, j'ai fait Monténégro, j'ai fait le Cap Nord. Tu l'as mis combien là ? Monténéré, il va avoir le garagiste tous les 9 mois, c'est comme un bébé. Je fais à peu près 10 000 km tous les 9 mois depuis que je l'ai. Il a passé les 45 000 km ce week-end. Ah oui, bien. Et il a 3 ans et demi, quoi, 4 ans à peu près. Ça va, belle moyenne aussi. Il va encore en voir, je pense. J'ai une target, je me dis je m'en séparerai, mais pas avant 100 000. À 100 000. T'auras changé un joint ski. Voilà. Donc, les roulements de roue arrière aussi. Voilà, donc voilà, il est venu au Ténéré parce que fan de mécanique, fan de Dakar, envie d'aller plus loin. La route, c'est sympa, mais quand on sort de ce qu'on connaît autour de chez nous... Et puis tu l'as acheté, elle venait de sortir il n'y a pas longtemps. Ouais, elle venait juste de sortir. Cette bouille qui fait Dakar, forcément. Voilà, et ça ouvre des perspectives. Du coup, j'ai été toqué à la porte de Jonathan. Je fais faire du chemin, mais bon, globalement, moi, en moto, le chemin, rien du tout. Il me fait bien, j'habite dans le Beaujolais. On a poncé beaucoup trop d'endroits dans le Beaujolais. Je pense qu'il y a des gens qui nous ont vu passer les endroits et nous ont fait non, mais faut pas y aller, monsieur. Si. Du coup, voilà, faut monter en compétence un peu en trail, vraiment pur trail. Et puis maintenant... quand même beaucoup de voyages orientés trail quand même. Alors moi j'ai roulé sur des motos un peu différentes. J'ai fait pas mal d'enduro avec des trucs un peu différents, tu vois. Souvent quand t'as des gens qui viennent qui en discutent sur
sur les voyages et tout. C'est quoi la bonne moto pour partir? En fait, c'est celle où t'es bien. Mais c'est ça. Voilà. Faut que tu te dises, demain, je pars, tiens, là, ce soir, là, il est 14h30. Vous êtes capable de faire un truc comme ça, en plus, je le sais. On adore ça. Mais quand j'ai commencé avec la Ducati, je me voyais pas voyager sur autre chose, en fait. Ouais, non, je partais sur des week-ends de 1500, 1200 km. C'était ta bonne moto. Parce que j'étais bien dessus, puis voilà, après, on a envie de faire autre chose, on a envie de trouver autre chose. Et il faut la moto qui te convient à l'instant T, quoi. Notre pote Max, là, qu'on a mis à la moto un peu plus tard, lui, il roulait en 125 Ténéré. Allez. Le premier road trip qu'on a fait sur 3 jours. 2 temps, 125, 2 temps. Oh là 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 là. On se relayait pour passer derrière, parce que L'odeur. dans du 2 temps, il mettait de l'huile goût fraise, mais au bout d'un moment... Excellent. Mais on a fait des bandes avec cette moto. J'ai en tête une réflexion d'un collègue là, qui dit on doit être loin de la maison. Ah non, c'est le village d'à côté. Ouais. En fait, on avait tourné tellement toute la matinée que en fait, tu t'es complètement déconnecté, quoi. Ouais. Et du coup, t'as une impression de voyage alors que t'es vraiment pas très loin de chez toi. Ça, c'est exactement ce qu'on a vécu pour la première fois avec Tony dans le road trip justement en Ardèche, où Tony, il est né en Ardèche. Donc il connaît. Moi, ça fait 15 ans que je suis dans le coin Montélimar, tu vois, je suis à la frontière, je suis à côté, donc on roule les deux. Et on fait toujours le classique, en fait. Et du coup, là, pour le road trip en Ardèche, je me suis cassé la tête, donc il fait 3 jours, 800 km, avec 42 cols, je crois, mais du coup, va chercher 42 cols en Ardèche, c'est des colounés, c'est des machins où tu te croises pas à 2 bécanes chargées, tu vois, tu mets 2 GS avec les paniers, tu te croises pas. C'est comme ça qu'on les appelle en Ardèche, exactement. Et du coup, à chaque fois, on se rendait compte sur la carte qu'on était dans la route parallèle à celle qu'on prend tout le temps, ou juste au-dessus, ou derrière la colline, et on n'a jamais vu ça, et on avait l'impression d'être dans un monde, mais complètement, je le dis à chaque fois, mais parallèle, vraiment upside down, quoi, tu vois, c'est vraiment... c'est l'autre côté du miroir, c'était ça. Et c'était, on n'était jamais plus loin que entre 1h30 et 2h avec elle de la maison, tu vois. Ouais, on navigue en ces deux esprits, en fait. On aime bien rouler, donc du coup, comme tout le monde, on peut pas partir loin tout le temps. Ouais. Donc on aime bien aller s'évader dans des coins un peu... prendre les petites routes. Des fois, on part, on sait pas où on va. Hein. On roule, on prend la première à gauche, la première à droite. Question, parce que du coup, on laisse durer le plaisir, parce que ce fameux délire d'aller prendre une bière, c'est ça, tu vois, je sens qu'on va y tourner autour. On va y venir. On va regarder comme ça, puis on va sauter dessus de temps en temps. On va le sortir à un moment donné. Mais... Je sais pas comment le présenter. Comment est-ce qu'on était en fait, on était au... Tu veux venir maintenant? Ah ouais, on va venir maintenant. Allez, on y va. Juste, tu vois, pour le début. Il y a 2-3 années de doc sympa. Ouais, déjà, c'était notre premier road trip hors de France, tu vois. Ouais. Donc, puis en fait, on était au bar... Et le serveur avait fait un bouquin comment faire le tour du monde avec 8800 €. Du coup, on discutait de voyage, tout ça, plutôt sympa. Et puis il nous dit, franchement, Dubrovnik, c'est magnifique, quoi. Et c'est pas très loin d'ici. Bien, il y a la mer et tout, non, c'est bien, quoi. Putain, vas-y. On y va. On y va. Il y a 2 neurones qui se touchent. Les fils sont touchés. La même lueur dans les 2 paires d'œils, là. Ah là, la connerie était partie, là, c'était bon. Du coup, on s'est engagé là-dedans. Et puis on a demandé à 2-3 collègues, mon frère, ils m'ont dit, si vous y allez, on vient avec. Okay. Et du coup... on a mis quoi, 3 mois à préparer? Ouais, 3 mois, moi je me suis... C'était à peu près au mois de mars, et quand on a regardé le calendrier, on s'est dit, parce que voilà, on a aussi des vies pro, perso autour, tu vois, donc on ne pouvait pas partir... On a regardé aussi la meilleure période, pour on attend des vidéos de youtubeurs, pour le dire, pour voir les meilleures périodes, les choses à faire et tout, puis on s'est dit, allez... Première semaine de juin, ça colle bien. En plus, il fera beau, les cols seront ouverts. Vas-y, on y va. Alors qu'avant, vous n'étiez pas sorti de France avec la moto, quoi. Non, un peu d'Italie, parce qu'habitant à Lyon, c'est quand même facile d'aller en Italie. Voilà. Mais... Italie, Suisse, autour, mais non, jamais sorti. Ouais. Donc on s'est... Jamais si loin et tout. Puis, comment est-ce qu'on se prépare, tu vois? À l'époque, on était vraiment sur un... On voulait un peu de confort aussi, tu vois, les premiers voyages, déjà, tu pars trop chargé, tu sais pas trop qu'est-ce qu'il te faut, comment, tout ça. T'as beau te dire, les gens te disent, non, ça, t'en as pas besoin. Dis, non, j'aime bien mon petit truc, je vais le prendre moi. Au cas où. Au cas où. Là, des au cas où, on en a plein les valises. Et puis voilà, on s'est fait ça, et puis toujours autour de ce petit bar avec Minas, discuter et tout. On pourrait en faire une série à la Friends, quoi, en fait. Ah ouais, en fait, tous les lundis. Tous les lundis, on se retrouvait, tous les lundis soirs, on se retrouvait, on discutait de ça. Okay.
La carte à l'ancienne. On sortait la carte à l'ancienne pour voilà. Après moi j'avais pris des notes. Moi je suis le traceur dans la team. Moi je traçais. On a traceur, on a l'ouvreur quand on roule, on a notre collègue Max qui fait les photos et les vidéos. Un travail d'équipe quoi. Ouais, c'est plutôt par les affinités de chacun. Moi j'aime bien les cartes, j'aime bien aller chercher les codes. C'est une complémentarité de chacun qui amène au groupe quoi. Ouais, c'est cool. Et du coup on a préparé ça. À un moment on s'est dit il faudrait quand même qu'on ait roulé plus d'une journée d'affilée avant de partir. Donc on s'était fait un week-end d'entraînement de road trip. On est parti vers Barcelonnette. L'enfer. On a chopé la neige et tout. Ah oui, bien. Le top. Ça y est, on est rodé. On avait dormi dans une yourte ou je sais pas quoi, mais du coup c'était pas chauffé. Le week-end horrible, on est revenu, on avait tous le smile, on a dit c'est bon, on est rodé pour la Croatie. C'est bon, on craint plus rien. Puis voilà, et donc après j'avais tracé tout le road trip. Ouais, on avait toutes des motos complètement différentes. On avait une Harley. Ouais. Une Harley, une Ducati, un FZ6. Le VR6. Le FZ6, le VR6, et moi j'avais la Smil XR. Ah ouais, effectivement. Donc l'attelage complètement improbable, quoi. Et puis on part toujours de la même station-service, tu vois. Et on est parti de là, et puis gaz. C'est parti. Et vous aviez la trace du coup, alors après vous continuez à la carte ou t'avais mis dans un... Non, on avait fait des traces, moi je fais des traces, ça doit être connu beaucoup via Surcurvigor, je fais des GPX. Ok. Je fais des GPX et puis après on navigue via... À l'époque c'était sur des GPS, on va dire Garmin ou autre, là maintenant on travaille beaucoup avec Osmond, on fait beaucoup avec Osmond et puis la tablette maintenant pour naviguer. C'est la combien ça là? C'est une Galaxy Active 2, c'est même la 2, c'est le... du basique, mais pour Osmond, ça va super bien. Après, c'est pareil, on a pris beaucoup de nos voyages. Mon premier voyage, je suis parti, la Ducati, c'était un sac à dos sanglé, la valise de réservoir à moitié étanche, quand t'as pris une fois la pluie. Voilà, et puis après, petit à petit, on a changé. Après, le Ténéré, bagagerie rigide, puis passer au souple pour le off-road. T'évolues en fait. Voilà. Oui, c'est sûr. Après, quand tu vas taper dans du off-road, forcément, tu prends pas les mêmes choses pour voyager, quoi. T'as deux choix aujourd'hui avec les nouvelles méthodes et du coup avec YouTube. C'est soit tu démarres et tu vas voir des vidéos et tu te fais vraiment tes méga avis et puis tu prends le premier truc en espérant que ce soit le bon. Soit du coup, tu y vas comme tu peux. Et évidemment, t'évolues, ton setup il change, et t'en enlèves, tu reviens, c'est clair. Et puis, t'as souvent des gens qui disent « Ouais, moi, je peux pas parce que j'ai pas les moyens, tout ça. » En fait, commence petit, avance petit, un petit peu. Ça plaît pas à tout le monde, hein. On a des gens qui reviennent pas non plus, tu vois, parce qu'ils se disent « Bon, finalement, ça m'a pas trop plu. » Quand vous les emmenez avec vous en trip, tu veux dire? Ouais. Là, on se lance dans un truc, là, cette année... On en parlera tout à l'heure. On n'a pas invité tout le monde. Mais faut pas trop qu'on se disperse, c'est-à-dire que tu couperas au montage. Mais voilà, on s'est bien préparé. Ce premier test en fait dont parlait Xav, ça nous a aussi montré que la météo en fait c'était hyper important. Du coup, on était parti sur un trip avec des petites journées, mais col de la Cayolle, 0 degré. La neige et tout. Les seuls mecs qui étaient contents en ce moment-là, c'est les deux Bretons qu'on a croisés là, parce qu'on ne savait pas pourquoi ils étaient là. Ils étaient en jean trempés, les mecs, ils avaient un smile. Il est trop bien ce col. Tu vois pas à 2 mètres, Maurice? Ouais, donc du coup quand tu rentres de ça, on s'est dit bon, les combats de pluie, il faut pas partir avec le kawaii troué et tout. Ça nous avait permis d'apprendre, et puis on apprend encore aujourd'hui, à chaque fois qu'on vient de road trip. Et t'apprends plein de petits trucs, des petits tips aussi qui sont bien. Alors c'est bien parce qu'avec YouTube, tu arrives à avoir des partages d'expériences et tout qui sont super sympas. Tu te fais un avis aussi parce qu'il y a quand même beaucoup d'offres, il y a beaucoup de choses différentes. Dans les magasins, tu trouves pas forcément tout ce qui est dispo. Et puis pour avoir une idée de ce que tu peux acheter, de ce que tu vas avoir besoin aussi, c'est hyper intéressant. J'ai le souvenir de notre arrivée sur la route numéro 8. On est parti le matin, il neigeait. Je ne sais plus dans quel col on était. Il y avait de la neige. On a bu un café. On était en Suisse. On était à Coire. Il y en a pris un col, je me rappelle plus le nom du col. Newtonfen, un truc suisse, quoi. On est redescendu. On est arrivé à Venise, il faisait 45 degrés, un truc de fou. Et on a attaqué la route numéro 8 à 18h30 le soir, et il faisait 35 degrés. Quoi. Et dans la journée, on avait fait neige à 0 degrés. Quoi. Et t'as un delta, et ça en fait, quand tu pars sur 2 jours, ça va. Et quand tu pars sur une semaine, en fait, ça te pompe une énergie, c'est incroyable. Parce que le matin, tu te réchauffes, t'es là, puis le soir, tu transpires. Tu tires pas pareil sur ton corps. Quoi. Et ton corps, il vit pas pareil. Et puis... en fait, ton attention aussi après du coup. Parce que du coup, tu es fatigué et c'est là où tu te mets en danger aussi bêtement. Alors nous, on a une règle, c'est que
pars avec tout le monde, on rentre avec tout le monde. Ah ouais. C'est le mieux. Ouais, non, mais... Sauf si t'invites un mec que t'aimes pas. Non, mais on fait vraiment attention, on essaie de s'adapter aux gens avec qui on roule, parce que autant nous, c'est notre délire de rouler longtemps, donc nous on peut partir rouler 600 bornes. Quand on a beaucoup d'amis avec qui on roule, on sait que si on fait ça, les gens, on va les mettre en difficulté, 2, ils vont pas apprécier, donc on essaye de s'adapter aussi. Okay. Et puis tu vois, dans ce premier road trip, on a appris que les premiers symptômes de fatigue, c'était le moment où il fallait s'arrêter. Ouais. Tu vois, le premier jour, tu te dis, ça va, j'ai un peu mal au dos, machin. Je continue. Les autres s'arrêtent pas, je continue. En fait, non. Lève la main. Là, moi, sachez que ça commence à... Voilà. J'en ai plein moment, j'en ai assez. Des fois, 5 minutes de pause et c'est bon, c'est reparti pour 2 heures. Des fois, tu te détends les jambes et puis ça revient un peu, mais bon, après... Et en fait, on avait mis une règle, et qu'on suit toujours aujourd'hui, c'est qu'entre 1 heure et 1h30, on s'arrête. Peu importe. On s'arrête, on quitte des fois même pas le casque. Mais on s'arrête, on descend un peu de la moto, t'as vu la station, tu machin, tu truc. Et en fait, c'est comme ça qu'on fait des grandes distances sans être trop fatigué, parce que quand t'as la même position tout le temps, en fait, tu t'ankyloses aussi un petit peu. Et donc, du coup, on a appris tous ces petits trucs-là en Croatie, sur cette partie-là, sur ce premier trip. Quoi. D'accord. Et comment tu fais, comment tu vis, puis on faisait un peu la bringue le soir et tout, donc c'était cool, quoi. C'était hyper bien. Puis, après, tu pars à 5 potes, l'autre bout de l'Europe, c'est cool, quoi. La route numéro 8, c'était... Je l'ai faite 5 fois, mais je pense que... Ah ouais. Moi, la première fois, mais c'était... on arrivait déjà soleil couchant, donc pour te mettre dans l'ambiance, tu vois, la lumière qui descend, tu vois. Bien, la mer d'huile à ta droite, la montagne à gauche, tes 5 potes, la Ducat, la Harley, tu sais, pour le bruit. Ouais. Et là, on n'était pas... Il n'y avait personne, parce que cette route-là, des fois, il y a du monde quand même. Il faut y aller avant mi-juin, grand max. Après, il y a plein de côtes de tourisme. Ouais. Mais là, en plus, ils nous avaient vraiment dit que là, vous êtes arrivés, il y a 2 jours, c'était le déluge, il y avait de la pluie. Il n'y avait personne. Ah, bien. Donc, tu as une autoroute, c'est une route, c'est un billard. Ouais. J'ai laissé un nombre de pneus là-dessus. Le pneu, la route numéro 2, tu fais l'aller-retour, tu peux laisser un train de pneus, je pense. J'y ai poncé tous les pneus là-bas et c'est magique. Et c'était génial, quoi. C'était vraiment l'ambiance de fin de journée. Tu sais, le cruising un peu comme dans les films, là, tu vois. T'arrives, tes 5 potes, ça cruise tranquille, ça prend des belles trajectoires, il n'y a personne. C'est large en plus. On est bien, il n'y a pas de... on essaye aussi de donner un rythme où on avance parce qu'on a aussi un objectif d'arrivée, du coup, vu qu'on a l'hôtel le soir, tu vois. Mais c'est hyper enroulé, c'est hyper fluide. C'est régalé. Moi, c'est un de mes souvenirs de moto fantastiques. Et quand vous faites ça, vous arrivez à quelle heure à l'hôtel, du coup, parce que... Alors, on invite 19h. Ouais, encore, c'est pas trop... On arrive là-bas, j'arrive, moi, c'est pas grave, je suis souvent le premier. Mais moi, je voyage assez light, j'ai pas des trucs machin. J'arrive, je prends mon casque et tout. Bonjour. Eh ben, on vient pour la réservation, on est 5. Le mec se décompose. Ah ouais, c'est vrai que c'était la première. Ah ouais. Nous, grand sourire, on venait de prendre un kiff de fou. Il dit, mais on a ouvert il y a 2 jours. Je dis, nous, on n'est pas pressés. Hein. Si vous êtes complet, il me dit, non, c'est bon. Ah, c'est bon, nous, on va boire une bière, et puis vous préparez la chambre, il n'y a pas de problème. On a fini la soirée avec l'hôtelier à boire des bières. Ils nous avaient complètement oubliés dans notre réservation, quoi. Mais nous, on était tellement sur un petit nuage que finalement... Il aurait pu nous raconter n'importe quoi, on était heureux, quoi. On était hyper contents, quoi. Ils nous auraient donné 2 transats, on dormait là, quoi. Il n'y avait pas de problème, quoi. Ah oui, c'était... C'était vraiment des super souvenirs. Puis ça nous a un peu donné le virus aussi d'aller dans ces coins-là, parce que en moto, tu as quand même une facilité à rentrer en contact avec les gens. Ouais. Même en France, ça se fait partout. Hein. Mais la moto, du coup, elle casse un peu les barrières. Ouais. Vous venez d'où? On vient de France. De quoi? Ouais, de France. Ouais. Ah bon, et vous êtes venu en moto, machin, tout ça. Et c'est hyper bien. Et du coup, on avait sympathisé avec ces gens-là, qui nous avaient raconté plein de trucs sur leur pays. Et c'est aussi ça le voyage à moto, tu vois, tu partages un peu aussi ces trucs-là et c'est hyper bien, quoi. Et après, quand tu rentres, t'as qu'une envie. C'est où est-ce qu'on va? Voilà, c'est ça, prends une carte. Alors, en fait, le où est-ce qu'on va, on l'a défini vite. Hein. En fait, on met une règle, nous. Normalement, le dernier repas du road trip, on définit le prochain. J'aime bien ça. Donc, un sac à dos avant. Et du coup, je partais pas en road trip si le prochain n'était pas déjà réservé. En billet d'avion, tu vois. Alors nous, c'est sur le voyage du retour, on décide où on va l'année d'après ou le prochain, quoi. Et là, du coup, c'était au col du Saint-Pont, en mangeant une bratwurst. La bratwurst. On va où? Monténégro, on va un peu plus loin. Ouais, c'est quoi après du Monténégro? Bon, l'année prochaine, on va à Monténégro. Alors au début, on voulait faire le Monténégro, mais au mois d'octobre, du coup, après, pas possible, trop compliqué. Après, on avait dit, on fait Corse Sardaigne. On devait partir le samedi matin, le vendredi soir. Le mardi, les Corses, ils disent, non, on interdit de venir en Corse. Bref, plan C. Là, je prends une carte, j'ai tracé un road trip. On avait fait
toute la RGA, et après on enchaînait sur la traversée des Pyrénées. Mais on a fait la RGA, on dort après le Lautaret, je sais plus, c'était vers Risoul là-bas. On dort, on part le lendemain. C'est bizarre, il y a quand même personne dans le coin, mais vraiment personne, quoi. L'histoire est folle. L'année de Loubaï, la vallée de Loubaï a été rasée là, par... nous, en fait, on était là-dedans en moto, sauf qu'on était au courant de rien, parce qu'on était sortis de notre gîte le matin, petit déj, tranquille, ça a plu cette nuit, ça a un peu rentré dans les valoches, c'est pas grave, on referme tout ça, et vas-y qu'on part, on se fait la bonnette, et puis après on attaque, tac, on va à gauche, on va dans la vallée de Loubaï. Je dis à mes collègues, c'est quand même bizarre, parce que c'est humide cette année, ça coule, mais c'est le mois d'octobre et tout. On arrive à midi, comme ça, on s'arrête, on va à un bout de supérette, on s'arrête, on dit si vous vendez des trucs à manger, le mec il nous regarde, il fait mais pour rien vous vendre à manger, il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus rien. Ça a tout été rasé, la route elle est coupée à 6 km, et là les gars qui étaient complètement déconnectés, pourtant qui étaient en France et tout, quoi. Ils disent ce qui s'est passé. Il y a eu un déluge cette nuit, ça a tout amené, la route elle est partie, ils cherchent des gens et tout. Du coup, vous avez besoin d'un coup de main, sinon on va y aller, parce que je pense qu'on n'est pas à notre place. Improbable. Et du coup, on s'est retrouvés dans ces vallées, là, vers Nice, où tu as une vallée, mais pas de réseau électrique, donc impossible de mettre du gazole, de l'essence, parce que toutes les pompes étaient mortes. Je suis arrivé avec le Ténéré, je pense que je faisais 20 mètres de plus, tombant en panne, quoi. Du coup, on a remis ça, et là, on est reparti, du coup, on a enchaîné sur l'Ardèche, les Cévennes. Dans les Cévennes, c'est pareil, on a traversé les Pyrénées, et on a fait Méditerranée, Atlantique. Je pense qu'on a vu le soleil quand on est arrivé sur la corniche ornée. On a fait le col d'Aubis, on voyait les nuages, ils montaient le col plus vite que nous. Un truc de fou. J'ai passé le Tourmalet, je savais même pas que je l'avais passé, quoi. Ça, on a connu ça. Moi, j'ai fait le Cap Nord en 2000, juste après le Covid aussi, en 2021. Ah oui. Avec Kevin, un autre gars. Donc là, on est parti sur 3 semaines. C'était le premier road trip rien réservé. Quand on avait fait les Pyrénées, on n'avait rien réservé, on réservait le midi pour le soir, mais on dormait quand même en hôtel. Et là, on est parti sur le Cap Nord, je lui fais sur 3 semaines, jamais on arrive à se caler sur un hôtel, les météos et tout, impossible. On dit allez, on part en camping, donc la première, qu'est-ce que je choisis comme tente, qu'est-ce que je choisis comme duvet, comme matelas, comme machin. Donc on a créé notre premier pâtage, parti au Cap Nord, ça c'est un truc à faire aussi. C'est vrai ? Alors, est-ce que c'est un truc à faire, parce qu'on en a déjà parlé sur une de ces chaises, est-ce que c'est un truc à faire pour y aller ? Ou la finalité? Alors, la finalité, c'est impressionnant, mais moi, je suis amoureux des routes que j'ai prises pour monter. D'accord. Et j'ai pas pris les routes... alors, j'ai fait les classiques, le pont, l'Atlantic Road avec les ponts et tout qu'il y a dans toutes les pubs de télé. Si vous y allez pas, c'est pas grave. Ça fait 10 km, on s'attend à un truc monstrueux, ça fait 10 bornes. Okay. Tu mets 2 heures pour y aller. Et c'est joli, mais il y a beaucoup plus joli en Norvège. Moi, j'avais tracé mes traces en allant chercher des cols, donc du coup, ça a oscillé entre pistes. Donc aussi, premier road trip où je passais un peu devant des pistes. Parce qu'il faut savoir que dans ces pays nordiques, il y a globalement 30 à 40% du réseau qui est goudronné, le reste, c'est de la piste, quoi. Ah oui, je pensais que tu allais dire l'inverse en ratio. Non, et le reste, c'est de la piste. Mais après, c'est de la piste super bien entretenue. Hein. C'est les pistes du rallye. Ça passe très très bien. Ça permet de rouler. Avec la 405, c'est ça. Voilà. ça permet. Bon, alors après, voilà, on a tendance à se prendre pour Vatanen. On s'arrêterait, je raconterai une anecdote en Finlande. Donc du coup on partait et on était vraiment dans des petites routes et la Norvège c'est magnifique. Les Lofoten, de ce que j'ai pu voir avec 1,50 m de visibilité, c'est pas mal. Le temps est hyper variable. Les Lofoten, on a réussi à avoir dans la même journée des trompes d'eau et un magnifique soleil. C'est la Bretagne. C'est un peu plus extrême. Des amplitudes du coup quand ça pleut vraiment, quoi. Ça rigole pas. Pas que sur les cons. Donc du coup voilà, premier camping avec la tente. Donc du coup je pense qu'on a eu la pluie tous les jours en Norvège. Tous les jours on a au moins une fois la pluie. Quelle saison? Mois d'août. C'est des mois d'août. C'est déjà l'automne là-bas pour eux. Du coup, moi, je n'ai pas fait le classique redescendre par la Suède parce que professionnellement, avant, j'avais été en Finlande pour le boulot et du coup, j'avais voulu retourner où j'avais vu la Finlande l'hiver. Ah, ok. Et du coup, j'ai fait le Cap Nord et je me suis dit, je vais retourner en Finlande. Et du coup, on a pris toute la route au nord. On s'est retrouvé à 20 km de la Russie. À l'époque, c'était pas trop embêtant. Ouais. Et on est rentré par la Finlande complètement par l'est. Okay. Et le nord-est de la Finlande, et on est redescendu par là, et après on a fait les pistes finlandaises là, dans les sapins, là, comme dans les jeux vidéo. Là. En fait, le Cap Nord, c'est beau, puis c'est mythique,
Donc c'était content d'y être, quoi. J'ai ma photo avec le globe. Vous avez été blindé de touristes ou ça allait? Non, nous, en fait, il y avait de la pluie et il y avait beaucoup de vent. Du coup, il n'y avait pas trop de monde. Franchement, on n'a pas trop à se plaindre du monde. En tant que motard, on ne paye pas le parking. Après, là-bas, c'est le moins de choses. En fait, il y a une carte bancaire sur pied, globalement, en Cap Nord. Donc, du coup, nous, on a regardé le paysage. Alors, c'est impressionnant parce que tu te mets au niveau du globe, tu regardes à 180 degrés, pardon, tu vois que de la mer. Il n'y a rien d'autre. Oui, okay. Ça, c'est quand même un peu perturbant. C'est vraiment, tu te dis là, et puis vraiment, là, on avait eu la chance, je pense, c'est les seuls jours où il a fait beau. Okay. Donc on voyait très très loin, vu qu'il y avait du vent, c'était très beau. Et après, par contre, du coup, on est passé par le nord de la Norvège, et là, je me rappellerai toute ma vie, on est sorti d'un village. Je dis à mon collègue dans la CACOM, je fais t'as le plein, il me fait pourquoi? Je fais regarde le kilométrage, le prochain village est à 177 km. Et là on s'est tapé 177 km de route dans des steppes, alors ça tourne pas beaucoup, avec un vent latéral. On pouvait pas s'arrêter, les motos ne tenaient pas debout. Du coup c'était contre-braquage tout le long, qui allait à 90. T'as du goudron ou t'as de la piste? Et là c'était du goudron là. Okay. Et après du coup on est rentré par la Finlande, par le nord, la Laponie, et là la Laponie on descendait comme ça, puis à un moment je dis à mon collègue... C'est bien sympa la Laponie, mais on a tiré un peu à gauche parce que je savais qu'en fait ils ont une grande route nationale qui est goudronnée et toutes les routes parallèles c'est des pistes. Et là tu t'enquilles, alors c'est des pistes, ça fait 10 mètres de large, hein. C'est super bien entretenu parce que c'est leur route en fait. Mais là par contre c'est pouce au crime. Ah oui. moi je me rappelle une fois m'être arrêté en me disant là il faut que je m'arrête parce que je vais faire une panne. Je me suis arrêté, je me suis dit à mon collègue on se pose, on reste un quart d'heure, on repart après, le rythme monte beaucoup trop, j'ai pas le niveau pour la vitesse à laquelle je roule là-dessus quoi. Il y a un renne qui passe. Ah ouais, on est mort, il n'y aura pas de Noël. C'est ça. J'ai fait mon manger en Norvège. À la sortie d'un virage, mon collègue il me gueule dans l'interphone. Xavier, quoi? Ah oui. Il y a lui. Il y en a partout, c'est impressionnant, il y en a vraiment partout. Celui d'après c'était l'Albanie. Ah oui. Moi j'ai fait le Monténégro. Ah oui, le Monténégro. Souvent là-bas en fait. Hein. Je suis tombé un peu dans les Balkans. En fait c'est pas loin. C'est extrêmement dépaysant. Et tu peux faire de la route comme tu peux faire du off-road. On a été en Albanie. On n'a pas vu un bout de goudron pendant une semaine. Quoi. Déjà, l'Albanie, il y a assez peu de routes. Ouais. Quand il y a des routes, quand on arrive, on prend l'autoroute et tout, impeccable. On nous avait dit, tu vois, on prend l'autoroute, je dis ça va bien aller, putain, les gens devant freinent. Qu'est-ce qui se passe? En fait, il y avait un nid de poule de la taille de l'autoroute, tu vois. Avec la remorque, les motos descendues là, remontaient de l'autre côté, puis les mecs retracent. Non, les routes albanaises, il faut mieux rouler sur les pistes parce qu'en fait, je pense que l'environnement global est quand même beaucoup plus dangereux sur la route. Okay. Les mecs vont trop vite. Ils vont beaucoup trop vite. Et c'est notre perception à nous. Et c'est à celui qui est plus grosse et l'Albanais est fier. Donc il est capable d'aller jusqu'au bout. Hein. Et il courra sa vie. C'est pas compliqué, on a pris 3 fois des grands axes. 3 fois on a vu des cartons, mais des gros cartons. Pas de l'accrochage, on a vu des face à face. Bon, pas pour une voir quoi. Du coup, tu te sens. Tu t'en vas. Du coup, tu vas dans les pistes. Là, t'es bien. Ouais. Là, t'es bien parce que. C'est de la piste simple, du coup. C'est du off-road de voyage, comme on dit. J'ai fait les traces, j'assume. Non, c'était plus. En fait, on s'était mis dans le délire de dire. On a toujours un peu en tête, comme disait Xav, tu sais, de faire un peu le rallye raid, tout ça, aller un peu. Toujours dans cette notion d'un peu de dépassement de soi, tu vois. Déjà, l'Albanie, c'est pas un pays qui est très touristique. Aujourd'hui, on en entend un peu parler, un peu plus, mais voilà, il y a 2 ans, on était un peu moins là-dedans, tu vois. Tom venait juste de sortir sa vidéo sur l'Albanie, mais on avait décidé d'y aller un peu avant, puis on s'est dit, tiens, y aller, on va regarder. Parce qu'en rentrant du Monténégro, quand j'avais été au Monténégro, j'avais fait, ça peut peut-être connaître, la SH20 en Albanie. C'était une ancienne piste hyper connue des trailistes qui a été goudronnée. C'est pas humain, faut pas y aller avec une moto trop routière, ça pousse au crime monstrueux. Il y a personne, c'est un goudron magnifique. Et du coup, j'avais été là, et sur cette route, quand je roulais là, de chaque côté, ça partait et c'était marqué village machin. Et en fait, c'était des départementales et c'était que des pistes. Et quand je suis rentré du Monténégro, j'ai appelé Joe, je lui ai fait l'année prochaine, on va en Albanie. Il n'y a pas moyen. Il faut que tu ailles là-bas. Je sais que lui, c'est un fan de pistes. Il faut que tu ailles là-bas. Et du coup, on a poussé le concept un peu plus loin, du coup. Et du coup, on est parti. On s'est dit, on va être au maximum en autonomie. On avait réservé un camping pour laisser la remorque et la voiture. Puis après, on est parti, mais voilà. Des traces. Et puis on voit un peu ce que ça donne. Xav avait fait un petit peu, tiens, ça serait bien d'aller de ce côté-là. Voilà. Donc on s'engage avec Kevin, qui était un peu dans ses débuts du off-road aussi.
Et ça, je pense qu'on y refera un petit point après, j'y reviendrai. Et donc, on est parti sur des pistes, au début, très bien. C'était au mois de mai, donc c'était la fin de l'hiver. Ça, c'est une grosse importance après. Donc, petite piste bien, prend les départementales et tout bien, machin, tout ça. Et puis, en fait, d'un moment, ça se corse. Mais ça se corse. Moi, j'ai fait de l'enduro en championnat de France. On est passé dans des endroits, des bonnes liaisons de ligue, quoi. Il y a des liaisons de ligue où les mecs, bien, voilà. Bien. Et puis moi, je suis dans un endroit où il y a du caillou, tu vois, Lozère, Cantal, un peu, le caillou, ça nous fait pas peur. Les enduristes, ça connaît, quoi. Et là, on a fait des pistes, chaud. Vraiment chaud. En fait, il faut le savoir, mais on l'a appris aussi sur le temps. Et du coup, pour les prochains, j'en ai tenu compte, mais c'est des pays, en fait, l'Albanie, je crois qu'il y a à peine 20% du réseau routier qui est goudronné. Donc, globalement, tu as les villes, et tu as les liaisons entre les grandes villes. Et en fait, quand tu fais ton road trip, toi, en France, tu te dis, moi, je vais pas prendre la nationale, je vais pas prendre la départementale, je vais aller prendre la toute petite route. Sauf que là-bas, la toute petite route, c'est une single trace, quoi. C'est pour les ânes, quoi. C'est pour les ânes, quoi. Donc, du coup, j'avais tracé des trucs en prenant des départementales. Et en fait, les fois où on a dû chanter, on a pris des routes nationales. Et en fait, c'est les pistes du Parpaillon, quoi. Okay. Pour te donner un comparatif. Il y a la notion de temps. Une journée, on a fait 70 km. Et on n'a pas chômé, on a fait... on est parti le matin à 8h30. On a fini à 22h, quoi. 70 bornes, quoi. Et du coup, je m'étais inspiré, donc j'avais pris des routes, il y a des endroits, je leur ai dit, on ne sait pas trop où on va et tout, on dit, de toute façon, on verra, on passera. On avait pris le TET, tout ça. Et le TET albanais est costaud. Surtout sortie d'hiver, parce que du coup, on arrivait fin mai, et en fait, on est passé à des endroits, je pense qu'on était les premiers à passer depuis la fin de l'hiver, quoi. On voyait, il n'y avait aucune trace, les névés étaient juste partis, quoi. Et du coup, on a ouvert. Je te constitue le puzzle là. Tu vois, je t'ai dit, c'était fin d'hiver, il a parlé de névé. Ouais, on en a traversé. En fait, on arrive, on prend une piste. Donc déjà, tu montes dans une mine. Donc, alors moi, je passe devant, je me tanque, une connerie. Je dis. Les deux derrière, pas qu'ils se fassent savoir, je descends, je marche, je dis là, faut bien prendre, et puis là, c'est le moment où il faut saucer, quoi. Faut mettre du gaz. Donc, on passe les deux autres motos, je repasse la mienne, et tout impeccable, voilà, on monte et tout. Et puis, on commence à faire une bonne journée, il est 15-16 heures, tu vois. On arrive, premier névé de neige. On n'est pas des fragiles. Ouais, t'as enlevé avant qu'on avait été passé à un endroit... non. On passe c'est un sketch parce qu'après on l'a vu plusieurs fois. Sur Facebook, t'as les groupes du TET. Le TET, le mec il dit passez pas là en Albanie. Nous, une semaine avant, on était passé parce qu'en fait la route s'était effondrée, mais nous il restait 1 mètre. Mais la semaine d'après, il restait plus. Sauf qu'en fait, quand on est sorti de là, donc nous on passe ça comme ça, trop fiers et tout, la route. Et puis de loin, tu vois la route, c'est une route, quoi. C'est une route, c'est une piste. Ouais, sauf que la piste, c'était un torrent, quoi. Donc on a remonté des pavasses comme ça. Nous, on s'est arrêté manger après notre petit exploit d'avoir passé le truc éboulé, là. Et du coup, on mange, on repart, et là, on part, ça se met à flotter, le ruisseau donc se recrée dans le chemin. Et là, on a fait 4 km de montée, mais... Ouais, j'ai monté 2 motos sur cette partie-là, et un peu dans les chemins et tout. Donc, à devoir traverser et reprendre d'un côté de l'autre. Revenir, déplacer des pierres et tout. Parce que l'Afrique Azurine, c'est quand même une bonne garde au sol. Mais ça suffisait pas. C'était pas suffisant. Puis en fait, t'es là, tu te dis, putain, je viens de passer ça. Je reviens pas en arrière. Tu peux pas te remettre en arrière. Donc on remonte et tout, puis ça te travaille parce que il fait des averses. On est courant mai, donc t'as encore des averses de printemps. Fait pas chaud. Fait pas chaud. Parce qu'on était à 1600-1700 mètres d'altitude un peu. T'as mangé un peu saucisserie, tu vois, t'es pas non plus sur un petit repas où t'es bien. Et donc on est parti, on part là-dedans et tout. Puis maintenant on était engagé, donc c'était plus possible. Donc on arrive à 16 heures sur les névés et tout. On va passer 1 fois, 2 fois, on passe de moto et tout, impeccable. Puis là, la nuit commence à tomber. Et en fait, on avait sorti grosse artillerie, hein, donc on est 3. Un avec une sangle devant, un à la moto et un autre derrière qui pousse, tu vois. Donc on a passé des névés, on s'est bien chauffé. On a passé des 500-600 mètres de névé, ouais. Le dernier, on a lâché le morceau. Mais pas des gars normalement on fait pas demi-tour. C'est péché. Hein. Donc parce qu'en fait, on a pris cette rivière, là, après on est arrivé sur un plateau. Les pistes étaient roulantes. Et dès qu'on était à l'ombre, il y avait ces névés. Mais les pistes étaient plutôt roulantes, pas abîmées, quoi. Moi, à part 2-3 endroits, il y avait eu des éboulis, où on a fait un peu des passages un peu, mais c'est parce que c'était, de la fin d'hiver, quoi. Mais les pistes, pas costauds, quoi. Et puis, il passe le premier névé, 1 mètre, le deuxième névé, 2 mètres, 3 mètres, 10 mètres. Pas têtu, les mecs, qui continuent. Et là, à la fin, on arrive comme ça, puis on se dit, il est 20h. Et sur la carte, le point que j'avais vu pour le bivouac était à 3 km. Et là, on arrive sur le dernier névé, je suis on a 1 km, il y a un petit lac et tout, il y a une petite cabane et tout, on va dormir là-bas.
Et là, j'attaque le névé et j'ai marché pendant 10 minutes, un quart d'heure dans la neige. J'ai jamais vu le bout. Et là, non, mais en fait, c'est que j'ai marché, j'ai fait aller 1 km. En fait, il devait rester entre 1 et 3 km, je sais plus exactement. Mais en fait, je n'ai jamais réussi à sortir. Et là, je fais demi-tour, les gars, j'ai marché un quart d'heure. Bon, je tire pas les motos, non. On était oxy. On était vraiment oxy. Et en fait, dans la neige, du coup, tu consommes vachement de gasoil. D'essence, pardon. Ouais. On avait bientôt plus d'essence non plus. Donc là, t'es là, il est 23h. Du coup, on a campé là. On verra. Xavier. Éteins ta frontale pour rigoler. T'as ma frontale, t'as pas une lampe. Je veux dire, t'as pas une lumière. Il y avait un truc au fin fond de la montagne qui clignotait et on a su après ce que c'était le gardien d'un chantier. Le gardien d'un chantier, on était là. Et sur le coup, t'es pas net parce que t'es fatigué. Je sais pas pourquoi, on avait eu le nez creux, on s'était dit, tiens, on va garder un peu de bouffe pour le soir. Malheureusement. Gros point important. toujours avoir un repas d'avance sur soi, toujours. Quasi plus d'eau. Et elle a par terre, t'as qu'à la faire. Ouais, on a fini comme ça, ouais. Ah Mais sur le coup, t'es pas bien, quoi. Alors moi, je mets la moto dans le talus pour voir s'il n'y a pas trop des pierres, chercher un peu le truc avec les frontales et tout pour voir s'il n'y a pas des pierres, et puis on a planté la tente. Mais sur le coup, tu sais pas trop parce que là, t'es loin de chez toi. On avait fait 120 bornes déjà, de pistes. Ouais. Pas assez d'essence pour faire demi-tour. Donc là, le demi-tour, tu l'envisages pas. T'es dans un truc qui est comme ça. Comment on fait ? Du coup, on allait se coucher. Moi, j'avoue que j'étais pas bien. Sur le coup, je me suis dit, putain, on a engagé dans j'ai dans mes cartes. Non, mais en fait, on s'est posé, on était oxy, on a mangé, on a dormi. Et moi, j'ai dormi peut-être 2-3 heures. Et je me suis réveillé, je fais, non, mais il n'y a pas moyen que je me retrouve bloqué sur une piste en Albanie, je vais trouver un moyen. Quoi. Et je rigole pas, j'ai dû me réveiller à 4h du matin, à 4h05, j'avais la piste pour rentrer. Comme quoi, la veille, on était cramés parce qu'on avait le même GPS. Et en fait, je rouvre le GPS, je fais, il y a une piste là. Et le lendemain, on a mis 20 minutes à redescendre. Ouais. À tout casser. Quoi. En fait, on avait pris aussi les topos, on avait pris les cartes avec la topographie. Et en fait, dans la forêt, tu avais un endroit où le goulet faisait que tu pouvais descendre, en fait. Et donc, on a pu reprendre comme il faut pour redescendre et arriver sur un espèce de petit barrage, avec un seul gars dans une cabane. Je leur dis à l'intercom, putain, il y a une mobilette. Mec, il a bien dû monter par quelque part, quand même. Ça fait plaisir. Tu te dis, putain, si lui, il est passé avec la mob, je vais quand même passer. Et là, il y a un mec qui sort. Mais vraiment, tout seul, il nous regarde comme ça. Qu'est-ce qu'il fait, lui ? Pour redescendre le village, par là ? Ah non, là. Ah ok, super. Bah merci. Piste qui n'était pas sur la carte, du coup, heureusement qu'il était là. Donc s'il n'était pas là, ce mec, tu serais mis dans un truc où il fallait pas. Ouais, parce qu'en fait, en fait, la problématique de ces pays-là, c'est que les cartes qu'il y a sont pas toutes à jour. Il crée. Alors, il faut naviguer avec les cartes. Il faut essayer de se baser sur des cartes qui ont été reconnues, genre les trucs du TET. Nous, on est passé. Ça passe. C'est que là, il y avait de la neige, mais on aurait pu faire demi-tour et rentrer. Et après, il faut beaucoup discuter avec les locaux en disant passez là, etc. Et il faut se dire qu'il ne faut pas aller chercher le petit trait en pointillé que tu vas chercher en France pour avoir un petit chemin, parce que là-bas, le petit trait en pointillé, non, c'est... Ouais, c'est ça passe bien en single track, l'Afrique Catherine. Pas mon niveau. Mais du coup, tu progresses beaucoup. Hein. Faut pas se mettre en danger non plus. Mais non, mais en fait, on a été chacun à notre rythme. Moi, j'ai clairement pas le niveau de Jonathan en off-road, mais je me suis jamais... C'est ce que je lui disais en rentrant, je me suis jamais senti en danger sur ma moto ou à me dire il y a un endroit je lui ai demandé de la passer parce qu'en fait il y avait un ébouli, il fallait vraiment passer le long de la falaise et si on se loupait il y avait 400 mètres dessous. On a acheté une pierre, il y a une pierre qui s'était éboulée dessus et donc je la pousse, tu sais, je vais la pousser doucement, elle va faire 3 tours, elle va s'arrêter, tu sais, comme tu fais en France. Voilà, mais pendant un moment on en a reparlé encore ce week-end. Kevin il a dit putain, tu te souviens du caillou, combien de temps il a roulé, t'avais jeté des cailloux, il y a des gens tu voyais bien, c'est un peu aride quand même, donc tu voyais bien qu'il y avait personne, tu vois, ou tu peux aussi la rejeter sur la piste que tu vas prendre en bas, donc fais attention, tu vois. Donc on voyait bien qu'il y avait rien, quoi. Et voilà. Le coup aussi d'être 3, du coup tu peux t'aider. On avait fait le hard Alpitour et t'es obligé d'être 3 dans l'équipe. On a trouvé le concept plutôt sympa. Parce que du coup, pour t'aider, tu vois, avec une grosse moto un peu dessus, devant, c'est quand même plus sympa. Ça fait quand même 200 kilos, quoi. S'il faut la brasser à 3, c'est plus facile. Quoi. Quand tu la mets par terre, des fois, t'es content d'avoir des copains. Puis ça sert à rien de tout perdre ton énergie tout seul à la relever. T'attends les copains, à 3, ça coûte 3 fois moins, et puis tu... De toute façon, on le dit, seul tu vas plus vite, à plusieurs tu vas plus loin, quoi. C'est ça. Et puis, je serais pas allé plus vite tout seul dans ce cas-là. mais oui, après, on a fait des trucs. Par contre, c'est magnifique. On a fait des grandes pistes. Là. J'espère pour eux
qu'ils auront une notion du code de la route différente quand ils auront goudronné ces pistes-là. Ah oui. Parce que, en fait, on a fait des pistes de 8 mètres de large. Moi, j'ai passé la 5 sur l'Africa Twin. D'accord. Et il passe pas en bas à parachute. Il passe pas une vitesse à 3000 tours. C'était le kiff, quoi. T'as vraiment l'impression, t'es dans les steppes, quoi. T'es vraiment dans les steppes. T'es dans des steppes montagnarides, et en fait, ils créent leur route, ils les goudronnent jamais. Ou peut-être plus tard. Ou plus tard. Et puis tu vois loin, donc t'es pas, tu vois, t'as pas de danger de voir. Peut-être tu peux avoir des bêtes ou quoi. Là, on était bien. Je me rappelle d'1h30 de roulage là-dedans. Pareil, comme la Croatie, 17-18 heures, la lumière qui va bien, il pleut plus, parce qu'en Albanie, on a pris beaucoup de pluie. Et là, c'était hyper bien. Et donc, c'est des trips où tu vas un peu plus loin physiquement. Physiquement, on s'était un peu préparé aussi. Moi, le dernier jour, on a fait un demi-tour un peu compliqué, là. Moi, j'arrivais plus à pousser la moto, quoi. J'avais le buste qui avançait, mais les bras, ils venaient plus, tu vois. C'est bon, laisse tomber, ça va plus, là. Donc, du coup, on s'était pas mal préparé pour ça. Et je pense que il y a ton matos. Ton matos, ça t'aide à bien gérer. À moins fatigué, à moins fatigué. Les anciens qui font de la moto te diront il faut avoir des heures de roulage. Ça, c'est hyper important. Il faut avoir l'habitude de rester longtemps sur ta moto. Plus que... Il y a la partie off-road, la technique, mais surtout, il faut avoir l'habitude de passer des heures et des heures sur la moto. C'est clair. C'est primordial. Ça ne te fatigue pas trop, quoi. Ça ne te panique pas, que tu ne te poses pas de questions. Quand il te reste 100 bornes à 17h, c'est pas grave. Tu sais que c'est pas un problème. Il faut bien se préparer sur cette partie-là, bien se préparer sur ces sujets, parce qu'en fait, tu y crames beaucoup d'énergie. Et à ce qu'on se rend compte quand on prend aussi des gens, tu vois, qu'on roule en groupe, tu as des gens qui perdent de la lucidité. Et toi aussi, hein. Nous, quand je raconte que mes bras, j'arrivais plus à les pousser, je sais que si j'étais sur route et qu'il y a une bagnole qui me refuse la priorité, t'as plus les mêmes réflexes en fait. Donc il faut être hyper vigilant là-dessus. Et franchement, c'est un kiff de fou parce que t'as, outre le paysage, vraiment, les gens qui aiment le tourisme de nature, tu vois, pas forcément en moto. Hier, on a croisé beaucoup de gens en 4x4, en van 4x4 et tout. C'est un pays magnifique, quoi. C'est génial. Les gens sont hyper sympas, ils sont hyper serviables et tout. C'est génial. Et barrière de la langue dans un pays comme ça ? Ouais, voilà, parce que forcément... Pas l'anglais ? Bah non, pas l'anglais. Un petit peu. Il y en a qui baragouinent 2-3 mots d'anglais, mais pas plus. Après, avec des signes. On sait franchement jamais... Ça n'a jamais été un problème. Ça n'a jamais été un problème. Si. Le mec au camping. Si, j'ai pas compris pourquoi il y avait 3 mecs qui voulaient laisser non, mais je pense que c'est parce que moi, quand j'ai été le voir en 2000, c'était... Tu me donnes ta moto, la voiture et ta remarque, c'est ça, ouais. Lui, le papier avec son âne, il a pas compris pourquoi il était là, pourquoi on était là, et lui non plus, je pense. Et donc, en rentrant, on écoute un podcast de la quête d'Alexandre le Grand, parce que tu sais, sur l'Albanie, tu vois, puis on se dit, il n'y a pas moyen. L'année prochaine, on va en Macédoine. Par contre, on a un problème, c'est qu'il y a Tom Bauer qui va tout le temps l'année avant nous. On voit pas ses vidéos, on voit pas ses... Il est même plus que vous. Mais à peu près un an avant. Il y a un problème. Il va vraiment falloir qu'on change d'hémisphère parce que là, normalement, il va partir côté Canada, donc. Ouais, là, c'est bon. C'est bon, on va trouver. Ça marche pas bien l'Afrique à tout. Des gros godets. Des gros godets. C'est du gaz. Dans le doute, tu mets du gaz. Par contre, tu auras de l'essence au bout de pas longtemps. Ouais, c'est des trips où. Il faut bien connaître les gens. Il faut bien connaître les gens. Nous, on roule beaucoup ensemble. On a un peu la même approche des problématiques, quoi. Un problème n'en est pas. Il y aura toujours un moment ou autre une solution. Le but du jeu, c'est pas de se faire mal. Et une fois que tu t'es pas fait mal, le reste. Ouais, c'est une belle mentalité que je n'ai pas. Je panique bien plus vite que ça. Voilà, et du coup, voilà. Mais c'est aussi, en fait, c'est aussi parce qu'on s'est un peu formé. Moi, j'ai attaqué le off-road en 2020, il y a 3 ans, quoi. Et la première fois que j'étais avec lui dans le Beaujolais, je suis arrivé... Il m'a fait, tu montes là. Je fais, mais jamais je monte là. Même à pied, je monte pas. Là. Il me fait, si, tu vas voir, ça monte. C'est pas compliqué. Il m'a mis volontairement en difficulté. J'y suis allé de ton plein gré. De mon plein gré, il m'a pas forcé. Hein. Après, c'est un petit revolver, c'est juste pour aider, quoi. Il a l'air de savoir ce qu'il se dit, donc du coup, on va y aller, quoi. Mais du coup, on s'est mis en difficulté. Moi, je me suis mis en difficulté proche de chez moi et j'ai trouvé les solutions proches de chez moi. Et du coup, quand tu te retrouves en difficulté à l'autre bout du monde, quand même réduire à l'autre bout de l'Europe, tu sais la solution apportée, c'est la même chose, l'état d'esprit. En fait, ce qu'il faut, c'est ne pas se retrouver dans des situations, te mettre dans des situations critiques loin de chez toi, parce que déjà, le fait d'être loin de chez toi, tu vas l'appréhender différemment. Que si tu as été... je me rappelle, une fois, on est passé dans le Beaujolais, on a croisé des enduristes, les mecs, ils nous ont regardé comme ça, mais vous êtes passé par là ?
Ouais, ça passe. En fait, doucement, tu passes toujours. Ouais. En fait, on y avait été doucement. Il m'avait dit passe là, paf, on avait posé la moto, etc. Pour apprendre à éviter des grosses caillasses, des endroits difficiles, etc. Et du coup, quand on s'est retrouvé en Albanie à remonter la rivière, j'ai appliqué la même méthode. Regarde où tu veux passer, tu y vas doucement. Et la rivière, on a peut-être mis 1 heure à la monter. Mais bon, du coup, on est monté pas mis en danger, pas cassé la moto, même pas posé, rien du tout. Mais tranquillou, quoi. Calmement, quoi. Ouais, calmement. Et en fait, c'est pour ça, on s'était entraîné aussi. On n'est pas non plus allé comme ça à la fleurophilie, mais le fait d'avoir roulé et tout comme ça, c'était pas mal. Puis on avait fait ce HAT aussi qui nous avait... Je sais pas si vous connaissez, mais c'est... de nom seulement. Mais... Globalement, nous, on avait fait le classique, 24 heures, 500 km. Ouais. Et bon, encore eu la pluie. On a un peu poissard sur la pluie. Ah, la pluie, on aime bien. Ouais, la pluie. Pourtant, nous, le off-road sous la pluie, on est super bon. À l'insu de notre plein gré, on préfère le sec. Mais... Et du coup, c'était pareil, ça nous avait appris à gérer parce que... En fait, on est parti à 11h le samedi et on est rentré le dimanche à 15h et on n'a pas arrêté de faire de la moto. Et donc ça aussi, ça nous avait appris à gérer. Là, on s'était donné des règles, on était 3, on s'était dit toutes les heures on s'arrête, on se ravitaille bien, tu manges bien. On avait fait au bout de le soir, vers 22h, on avait fait une vraie pause, etc. Ouais. Ça nous avait montré aussi que tu peux conduire. On a traversé des endroits dans les Alpes. On a vu le 4x4 de l'organisation. Je pense que tu l'as distingué quand il avait son rétro à côté du tien, tu vois. Là, dans des brouillards. C'est furieux, quoi. Incroyable. On roule au GPS, c'est pas compliqué. Moi, le seul truc que je voyais sur le Ténéré, c'était là. Pourtant, j'avais des gros projets et tout. Et du coup, ça nous avait aussi appris à se dire, on peut rouler longtemps, mais il faut s'organiser. Il faut se protéger, il faut se ravitailler, il faut faire des pauses. On savait qu'aussi, si t'es oxy, on a fait pendant cette course, cette raid un petit peu, on avait fait 2-3 fois, on avait fait des pauses, on dormait un quart d'heure. Ouais, vous avez de la chance de savoir faire ça. Tu te mentalises. On s'était tellement mentalisé à se dire, on s'arrête, on a une demi-heure. Tu quittes ton casque, tu dors. Et en fait, tu te réveilles. Même moi, je me pensais incapable de dormir un quart d'heure, parce que moi, c'est soit je dors 6 heures, soit je dors pas. Et du coup... On a bien dormi. Ouais. On a dormi une demi-heure, et pour te dire, on était... Geoffrey, un gars qui en était parti, il dit faut qu'on s'arrête. Ok, ça marche, on s'arrête. Et on s'est posé là, et on part, on a une demi-heure, je mets le réveil, dans 30 minutes on repart. On s'est posé, on s'était bien préparé à ça aussi psychologiquement, parce que le psychologique il fait pour beaucoup. On s'est couché, quand on s'est réveillé, on s'est rendu compte qu'on s'était endormi à côté d'une rêve partie. Je te jure. Mais non. Si, je te jure. Les mecs, nous on avait tous les trucs improbables. Il y avait, putain, on se réveille, je me réveille, je dis putain, vous entendez la musique ? En fait, tu l'as pas entendu en te couchant. Et non, on s'était tellement mentalisé à ça qu'en fait, pour nous, c'était juste normal. Bon, après, c'est pareil, t'arrives de taper 3 heures de moto dans les chemins et tout, et le bruit dans les oreilles, tu fais plus gaffe au bruit ambiant. Tu fais plus gaffe au bruit ambiant, mais et du coup, c'est vrai qu'il nous arrive toujours. Tu t'es bien préparé, et du coup, tu paniques plus. C'est comme ce qu'il expliquait en fait sur les situations d'urgence. En moto, moi j'avais appris que l'entraînement doit être plus dur que la course. Oui. Comme ça, t'arrives, t'es tranquille. Quoi, là, on a fait des entraînements pour la châter, on va reparler ce week-end. Alors moi, je suis descendu avec l'Africa Twin. Quand je freinais de l'avant, j'avais l'arrière qui touchait plus. Pour te dire comme ça penchait. La GS, on l'a tenue à 3, 2 derrière pour la descendre. Ah oui, je me rappelle. Mais en fait, on est passé. On est passé parce qu'avec un peu de technique, un peu de délicatesse. Geoffrey, le gars avec qui on a fait le HT, parce qu'il faut être par équipe de 3, on avait sur les amoureux de la moto, c'est une page Facebook, on est 2 gars, on va faire le HT, pof, il avait l'allemand. Ouais, je veux bien venir et tout. Du coup, on s'est dit, ok, faut quand même qu'on se teste un peu, tu vois. Et du coup, on a été roulé. Bon, il était dans l'état d'esprit, un peu comme nous, donc ça s'est bien passé. Et du coup, sur cet entraînement, on est arrivé à un endroit. En fait, on est allé au-delà de ce qu'on allait trouver. Ouais. Pour voir comment les gens réagissent. Ça allait, tu vois. Et après, et dans les montées, les gens disaient c'était dur, mais nous, en fait, à l'entraînement, on avait fait ça. C'était tout seul. Non, mais bien sûr, c'est un curseur. C'est un curseur. Mais par contre, on le fait, comme dit Xav, à côté de la maison. En France, on a quand même la chance, tu fais demi-tour, tu arrives à choper une route dans les 10 km qui suivent. C'est pas 50 bornes de point d'interrogation, quoi. Voilà, t'es pas au fin fond de je sais pas d'où, ou voilà, il faut venir te chercher à n'importe quand. Un ours qui t'attend. En fait, on devient un peu maso sur le sujet, tu vois, parce qu'on aime bien ce genre de truc. Vous allez bientôt pouvoir proposer un truc à Tom Bauer, parce qu'il aime bien les trucs un peu fous comme ça, donc... je pense pas qu'on est encore à ce niveau-là, mais... Non, mais dans l'idée d'y aller sans savoir si ça passe, de tester, de tenter, ça me rappelle un peu ce qu'il m'a expliqué qu'il propose, et c'est un peu le genre de délire, quoi.
Ça nous avait fait pareil quand on a fait les pas de tour, The pas de tour. J'adore. Celui-là, il est sorti tout seul, je sais pas, à un moment comme une fusée. Et du coup, il va rester. On a dû apprécier, je pense. Si, très bien, justement. Ils ont de l'humour. On a un peu le même humour, donc il n'y a pas de souci. Et du coup, pareil, on arrivait en Croatie, là, le soir à 19h30, parce qu'on avait pris des trompes d'eau en Bosnie. Là. On arrivait par au-dessus vers Zadar, là, par le dessus, là. Dans des plateaux, on avait l'impression d'être dans un western. C'était tout plat, t'avais les poteaux électriques avec les fils, mais comme dans les westerns, juste les petits crochets là. La route, pas mieux que dans un western. Et du coup, mais avec le soleil couchant, on est arrivé à l'hôtel au gîte avec le soleil rasant sur la Méditerranée. Ouais, c'est vraiment sympa. Quoi. Il y a 2 périodes qui sont. Il y a vraiment le soir comme ça, et il y a le matin tôt. Là, quand on a fait le HAT. Et que tu roules et que tu as le soleil qui se lève et que tu vois les brumes, et en plus ça c'était un peu humide avec les brumes, j'ai des photos avec les brumes qui remontent, tu as l'impression d'être dans un film de science-fiction. Et les paysages n'ont rien à voir, tu vois les animaux qui sortent, qui courent, bien sûr, c'est vraiment cool. On fait un peu de moto, ça nous arrive. On fait un peu de moto. ça pourrait presque être la conclusion. Ouais, tu vois. Voilà. On fait un peu de moto. Mais modestement. Le premier groupe WhatsApp qu'on avait créé, on l'avait appelé Petit Tour de Meule. Mais maintenant, on a fait quelques kilomètres. On a passé un peu. On a décidé que le stade entre Petit et Grand Tour de Meule, c'était 10 000. Donc on va... Il faut rester en dessous de 10 000. Pour faire un petit tour de Meule. Vraiment, après, on passe dans une autre catégorie, c'est autre chose. J'avoue. Ça va être délire. C'est assez ouf. Puis là, il y a plein de projets là, pour la suite. Ouais. Donc là, on va au mois de juin, des premières semaines de juin en Macédoine. Okay. Donc Albanie, Macédoine. Cet été, on va en Roumanie. Ouais. Enfin, la Transfagarasan. Okay. Et en 2025, c'est objectif d'une. Ah, ça va bouffer du sable. Ah ouais, là, ça va bouffer du sable. On va faire là, ça va... On essaye de prévoir un peu en amont, tu vois, pour prévoir un peu les congés, puis adapter les motos aussi, parce que ça demande un petit budget aussi, donc il faut se préparer un peu avant. Cette année, j'ai regardé, on va faire 14 pays tous les deux. D'accord, c'est bien. Fab gueule un peu, parce que j'ai plus de photos de Zab que de ma femme. Et puis après, quand on aura bien poncé l'Europe, il faudra qu'on aille voir plus loin. Quoi. Après, le problème de plus loin, c'est qu'il faut, dans un timing pour monsieur tout le monde, quoi, en gros, parce que vous avez du boulot et de la famille, c'est qu'au bout d'un moment, le Maroc, c'est un peu plus loin, mais facile d'accès pour nous. Mais après, le vraiment plus loin, changer de continent ou aller plus loin. Alors, j'ai une petite question, je pense qu'on a bien parlé road trip, là, c'est cool. Une petite question que je pose à chaque fois. Il y en a 2 en une, en fait. Quelle serait la moto qui vous fait rêver et la moto que vous rêveriez d'avoir ? Dans le sens où peut-être que celle qui vous fait vraiment rêver, elle est inaccessible parce qu'elle vaut trop cher, ou elle est trop ceci, ou elle est trop cela. Donc ça peut être la même ou pas. Je vais ressortir une phrase que disait mon père. Un motard, il n'a jamais d'argent sauf pour s'acheter une moto. Non, c'est vrai que moi aujourd'hui, si je devais... la prochaine moto sera un truc plus léger. J'avais pris l'Africa Twin parce que je fais un peu de duo. Ouais. Donc l'Africa Twin, ça tracte un peu. Ouais, j'ai vu chez Cove. Chez Cove, ça me plaît bien. La 450 ouais, la 450. Ouais. Aller sur un truc un peu plus radical, même si tu as des contraintes d'entretien un peu différentes. Il y a de l'huile de friture en Roumanie, t'inquiète. Ouais. L'huile de palme. La moto idéale, franchement, l'Africa Twin, c'est bluffant. Hein. Ouais. Moi, je passe à des endroits... Ah, mais t'as la technique aussi. Ouais. Je me dis, mais jamais... Enfin, tu m'aurais dit ça avant d'avoir cette moto. Ouais, des fois, j'y vais, je me dis... avec ça. Hein. Moi, je suis une bille en off-road. Ouais. Hein. Si tu dans l'échelle des gars qui font du off-road, je suis là. Ouais. Je suis passé à des endroits, même moi en me retournant, je suis pas passé là avec ma moto. Mais des fois, elles font des jobs de fada. Hein. Il y a des fois où... Moi, je dirais plutôt comme j'ai pas de niveau, je dirais plutôt en descente qu'en montée. Mais en descente, des fois, je me disais, mais là, ça va passer. De toute façon, t'es sur une trace, t'es sur un événement, t'as pas le choix. Tu sais que c'est là où il faut passer. Et des fois, tu vois la moto qui passe, tu fais... Elle est passée là. Okay. Toi, tu restes juste debout, tu tiens l'équilibre, tu gères tout ce qu'il faut gérer, et puis voilà, ton guidon. Et puis en fait, elle fait punch, et tu fais waouh. Faut faire des stages avec des mecs qui ont du niveau. Ouais. Moi, j'avais roulé avec Antoine Méo, avec Bourgeois aussi, et Emmanuel Albepart. Avec Marc Bourgeois. Ouais. Ah. Et sur des stages. Ouais. Et en fait, le mec il dit mais ok, ça descend. Ouais. Mais t'arrives, tu mets un coup de gaz là. Ouais. Tu sautes là-bas, c'est réglé. C'est des cabris, hein, et en fait, toi, tu galères. Et des fois, je fais souvent la réflexion avec Xav. T'as galéré ? Ouais. Moi, j'ai passé une vitesse au-dessus. Ouais. Je suis arrivé avec du gaz. Ouais.
Il y avait une pierre, j'ai pas vu. Excuse-moi, j'étais pas là. Et tout le temps. Et en fait, il roule plus vite. Et c'est hyper important en fait. Un truc où je m'étais rendu compte quand j'essayais de me conditionner, allez, je vais faire du off-road. Je venais d'avoir la T7, la première depuis pas longtemps, et je regarde le premier Herzberg Rodeo de Paul Tarès où c'est le premier médiatisé, on va dire. Et en fait, je vois, à part le moment où il saute par-dessus tous les gens, tu sais, je vois qu'en fait, à chaque fois que moi je dis oh putain, ça pue la merde, j'entends le régime moteur qui monte et ça part au rupteur. Ouais. Et en fait, tu dis ok, à chaque fois que ça pue, le pro qui est un génie de ça, eh ben lui c'est grand gaz en fait. En fait, quand ça devient dur, où ton cerveau te dit bah lui c'est allez, tu vois, et ça c'est incroyable quoi. Et tu te dis mais en fait effectivement là jamais tu serais passé, parce que du coup tu détends les suspensions, parce que du coup tu crées des choses sur des contraintes de poids où ta pierre évidemment t'es passé dessus, ça t'avais tout qui était détendu, alors que quand t'es doucement en contrainte, blam, elle va taper et tu rebondis dessus et voilà quoi. Non mais ça change tout, mais ça pour ton cerveau c'est un viol. Ton cerveau il va complètement dans l'autre sens pour un débutant, tu vois. Ouais. On avait fait une trace une fois où moi je me sentais en danger derrière eux parce qu'en descente ils allaient pas assez vite. Ouais. Et du coup je sais que j'allais pas aller voir l'équilibre. Donc avec Johan, avec un autre gars qui était dans le groupe aussi, qui roule des fois avec Trail Adventure Magazine, on s'était arrêté avant et moi j'avais peur. Je savais que ma T7 son poids allait m'emporter parce que j'avais compris avec des stages que fallait plus de vitesse et mon faible niveau m'aurait pas permis de hop tu sais à l'arrêt sur des, et je savais qu'il fallait passer sur la marche sinon j'allais tomber et potentiellement abîmer la moto moi. Et après quand il passait tu disais bah oui c'est impressionnant, mais grâce à un stage où on nous a balancé dedans avec un prof genre Léandre et je savais que ça la moto elle sait le faire, parce que finalement avec un certain rythme moi je fais que dalle, je tiens juste le guidon mais je lui force même pas dessus parce qu'elle a suffisamment l'équilibre pour faire son chemin. Mais non, ah bah non, si elle dit on y va, on y va. Même sur une moto électrique, je perds, tu vois. Elle dit on y va, tu vois. C'est vrai que là-dessus, sur le choix de la moto, je pense que plus ce serait léger, mieux c'est. Ouais, bah c'est ce qu'ils disaient les anciens. Ils disaient les anciens, les 650 DR, les KL, je sais plus quoi, qu'on fait plus en Europe, bah toutes celles-là qui se font encore en Océanie ou en Amérique, mais nous, l'Europe, elle en veut plus pour les normes à la con. Et ben du coup, on se retrouve avec, oui, on a plus le petit trail. Mais c'est en train de revenir avec les 450 là, tout le monde en fait. Et alors toi, c'est 2 questions en une. Ça commence par un D. Ouais, moi là aujourd'hui, je devrais changer de moto. Je pense que la DZRX, elle fait sacrément de l'œil. Ok. Après, est-ce que c'est la moto idéale ? Je pense pas. Je pense que en fait, je suis un éternel insatisfait en mécanique, en fait, de par mon métier, hein, je travaille là-dedans. Je suis jamais satisfait du résultat. Et je pense que la moto idéale pour moi, je suis pas sûr qu'elle existe en fait, parce que je voudrais rendre compatibles des choses incompatibles. Mais non, celle qui me fait rêver là aujourd'hui, parce que c'est un bel outil et que je suis fan de la marque, il faut vous dire ce que c'est la DZRX. En étant un peu plus pragmatique, je sais pas. Honnêtement, j'ai pas autre chose. Ce que je disais tout à l'heure, la T7, quand je la roule sur route, au bout de 2 heures, ça m'énerve, il n'y a pas de moteur, il n'y a pas de châssis pour faire ça, quoi. Ouais. Dès que je fais du chemin, je dis, du coup, heureusement qu'elle n'a pas ce châssis que j'aimerais bien avoir sur route, et heureusement que son moteur est parfait. Ouais. Donc, je sais pas, la moto rêvée, la DZRX. On a une histoire où moi j'ai mis du gasoil dans la moto, j'étais fatigué. Je me fais le plein. Je croyais que ça arrivait qu'aux Américains, ça. Eh ben non. Je peux mettre ma casquette si tu veux, mais... Elle a fumé un moment, la BM. Elle a fumé un petit moment, mais ça n'a pas été... Ouais, on n'a jamais eu de galère. Non, mécaniquement... On a crevé une fois dans le Morvan, on n'avait pas de... Bon. Ouais, quand il fait nuit, que t'es au milieu du Morvan... Et que t'as pas de quoi réparer. Et t'as pas de quoi réparer. Ça va être sympa quand même cette soirée. Mais on n'a jamais eu, on fait des milliers de kilomètres, on n'a jamais eu de gros problèmes. C'est bon à dire ça pour les gens qui sont inquiets. Ouais, c'est ça, vas-y, lance-toi. Ouais, d'ailleurs, c'est une question, est-ce qu'il y a des conseils à donner à tous ceux qui sont encore frêles sur partir en road trip ? Alors, c'est une question difficile pour des gens qui sont... Moi, je donnerais 2 conseils. Ouais. Montez crescendo et prépare-toi, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'outils. Ouais. Qui te permettent, que ça soit les chaînes YouTube comme la tienne, ou si tu veux savoir ce que tu dois prendre comme équipement, ce que tu veux aller faire. Il y a entre les chaînes YouTube, les sites de voyageurs, et pas forcément que les voyageurs en moto. Moi, je traîne énormément sur les gars qui font, sur des forums de gars qui font du voyage en 4x4, qui font du trek aussi. Parce qu'il y a plein d'idées à prendre sur les choses légères, sur la gestion de la fatigue et tout. Donc, faut se préparer. Se renseigner, et puis tu commences, tu pars à la demi-journée, puis le lendemain, de quelques temps après à la journée, en week-end,
2, 3, 4 jours. Et si je pourrais rajouter un conseil au début, pars pas tout seul. Tu peux partir avec que des amateurs, entre guillemets. Je pense que c'est pas un problème parce que chacun se fera son expérience et c'est bien aussi. 3, c'est bien. Et pourquoi cette petite sécurité? C'est que s'il y en a un qui se fait mal, l'autre peut rester avec et le troisième aller chercher les secours. Ouais. Ça, c'est chouette. D'un point de vue un peu technique. Ouais. Voilà. Et puis en fait, il faut kiffer, quoi. Il faut juste kiffer. Ouais, il faut peut-être juste être sûr que voilà, dans le groupe de départ, c'est que tout le monde soit dans le même état d'esprit, quoi. Il faut rester prudent et après... Okay. Il n'y a pas de frein. Enfin, surtout quand tu es en France, ça c'est sûr, mais il y a des gens qui ont besoin de démarrer petit, je pense, pour casser des barrières et après c'est réglé, quoi. Mais ouais. Il y a pas mal de groupes maintenant avec les réseaux sociaux, on arrive à constituer des groupes aussi qui sont plutôt sympas. Et puis en fait, le voyage en moto tout seul, c'est un truc aussi intéressant. Les gens sont hyper bienveillants. Avec le motard, ouais. Le motard seul et on a l'impression d'être une espèce en voie de disparition, quoi. Ouais, il faut le protéger. Du social avec non mais tout va bien, je l'ai fait volontairement. Je viens de me faire un petit col, je suis vraiment content. Merci beaucoup pour ce partage d'expérience en tout cas. Et peut-être qu'on s'en refera une si vous me faites une liste d'anecdotes, ça pourrait être rigolo parce que je sens qu'il y en a. J'avais préparé, alors pas une liste d'anecdotes, j'avais préparé une liste de voyages et tout, mais je pense on va en faire un ou deux voyages et on en rediscutera. Ouais, peut-être après votre prochain voyage d'ailleurs en juin, puisque du coup c'est dans pas très longtemps. Peut-être que ça vaudra le coup parce que si ce concept il plaît bien, je le vois en mode un peu plus libre moi de ce point de vue-là et un peu plus fun sur ce qu'il y aurait sur ce tonneau, tu vois, et en fin de journée par exemple. Enfin, je réfléchis à des choses. Donc peut-être qu'on se reverra à cette occasion. Merci encore. Et rendez-vous dans le prochain épisode d'Autour du Tonneau. Magnifique. Parfait.